C'est vrai que c'est ça l'enjeu aussi, même au niveau évidemment du ressenti du bébé en tant qu'être humain, mais peut-être aussi pour les parents qui ne voient pas leur enfant avec des fils de partout, et ça permet aussi d'avoir un lien qui est plus facile pour les parents quand ils sont pas accrochés à des fils dans tous les sens. Alors même quand ils sont accrochés à des fils dans tous les sens, ce lien, il est d'une importance capitale. Donc la néonatologie, c'est une spécialité récente, et encore hier, j'ai un collègue qui part bientôt en retraite qui m'a dit mais parfois j'ai honte de ce qu'on a fait à l'époque, mais à l'époque c'était le début en fait, enfin c'est normal, à l'époque il n'y avait pas de surfactants exogènes, il n'y avait pas de corticothérapie anténatale, donc c'était pas du tout la même chose et on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai grandi dans un service où il y avait un couloir avec des fenêtres et c'était pour les visites en fait. Et les parents, ils pouvaient pas, il y avait des horaires de visite, ils pouvaient pas venir tout le temps. Aujourd'hui, c'est une aberration de voir ça comme ça. Donc aujourd'hui, le lien avec les parents, il est majeur. On essaye qu'il y ait le moins de séparation possible et on viserait à faire du zéro séparation. Et le parent, il a de la place auprès de son enfant, même un enfant réanimatoire, même un enfant mangé de partout. Ce lien, il est super important. Et après, d'être moins invasif, on sait que c'est aussi bien pour l'enfant, parce que moins on est dystimulé, mieux c'est pour... voilà, personne n'aime être embêté, personne n'aime avoir mal, donc voilà, les bébés c'est pareil, on essaie de les embêter le moins possible et de les laisser le plus possible avec leurs parents. Je fais une petite aparté, j'ai eu 2 bébés hospitalisés, mis avec les petites lunettes, branchés, les intraveineuses, enfin bref, plein de trucs à 4 mois et à 22 mois pour mes 2 filles. Et tu vois, 1 an et demi après, on a fait de la thérapie en EMDR et c'était extrêmement puissant de voir à quel point en fait ça les avait complètement traumatisées et comment elles étaient 1 an et demi après encore très activées. Dès qu'on parlait de l'hôpital, dès qu'on parlait, elles bougeaient dans tous les sens. Ma plus petite, elle a tellement transpiré, elle a mouillé toute sa tête comme si on lui avait jeté un verre d'eau sur la tête quand on a parlé de l'hôpital, des gestes invasifs et qu'elle avait subi pour une bronchiolite. Donc forcément, il y a la kiné-respi, on vient aspirer, donc c'est quand même pas hyper sympa. Et tu te dis, mais je m'en rendais pas compte sur le moment, elle avait que 4 mois. Donc j'imagine même pas un bébé en néonat qui passe des mois et des mois avec des gestes plus ou moins invasifs qui sont nécessaires pour la survie. Le trauma quelque part que ça laisse après, c'est une empreinte. Et ça m'intéresse vraiment, et j'aimais beaucoup ce que tu m'as proposé dans l'épisode et pourquoi tu m'as contacté, c'est que tu as aussi été formée un peu plus tard avec le docteur Catherine Guéguin sur tout ce qu'elle propose aux médecins, aux pédiatres par rapport à la théorie de l'attachement et tout ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça a changé dans ta pratique d'avoir ces connaissances et qu'est-ce que ça a apporté ? Alors c'est vrai que j'ai fait le début d'accompagnement à la parentalité il y a pas très longtemps. C'était un appel pour moi. Il y avait des amis qui l'avaient fait. Et j'avais d'autres choses à faire à ce moment-là, mais j'ai écouté cet appel parce que je savais qu'il fallait que j'y aille. Parce que en néonat, on accompagne les bébés et leurs familles. Et cette théorie de l'attachement, on a eu un cours et j'ai d'abord été très en colère parce que je me suis dit, mais je suis pédiatre, je suis néonatologue, mon métier c'est de m'occuper des enfants et je n'avais jamais entendu parler de la théorie d'attachement. Comment c'est possible en fait, parce que ça fait vraiment sens. Il y a des études scientifiques qui soutiennent vraiment cette théorie et il y a plein de choses que je faisais qui sont tombées sous le sens au regard de la théorie de l'attachement. Ce qui a changé dans ma pratique, alors ce que je faisais déjà, mais ce pourquoi je me bats encore avec encore plus de hargne, c'est voilà, cette proximité parent-enfant. Bien sûr, parce que pour que le parent puisse répondre aux signaux d'attachement de son bébé, il faut qu'il soit là. Mais surtout, en fait, alors l'attachement, ça met du temps à se mettre en place, c'est 9 mois, 1 an. Donc en néonatologie, l'attachement du bébé vers son parent, c'est important, mais en fait, on a le temps. Mais par contre, pour moi, ce que j'ai compris, c'est aussi quand nous, notre système d'attachement en tant qu'adulte, il est activé, c'est-à-dire quand on n'est pas en sécurité, eh ben on n'est pas disponible pour être dans le caregiving. Et du coup, moi, je me bats pour que les parents ils soient le plus sécurisés possible pour être disponibles auprès de leur bébé. Je me suis déjà battue, par exemple, parce que dans le service, les parents ils peuvent rester auprès de leur bébé, mais seulement un des deux. Et moi, c'est pas possible, c'est seulement un des deux. Si les 2 parents veulent rester parce que le coparent est un soutien pour la maman qui n'en peut plus, qui allaite et qui a besoin de son compagnon ou de sa compagne auprès d'elle, en fait, il n'y a pas de raison qu'on le mette dehors pour la nuit. Qu'est-ce que ça nous change, nous, si ils sont 2 sur un pauvre petit lit Pour moi, ça, c'est des choses, par exemple, je laisse plus passer. Et le côté, oui, mais c'est la règle, ça passe plus. Et parce que sécuriser le parent, c'est encore plus important et j'y fais
vraiment encore plus attention et j'ai pris conscience qu'en tant que soignant, on était des figures d'attachement pour les parents qu'on accompagnait. Ça me met la chair de poule ce que tu me dis. Tu vois, non, mais de se rendre compte que c'est possible d'avoir un personnel soignant qui a conscience de ça, qui est dans l'humanisation, en fait, du soin. Et qui est pas juste dans la règle, comme tu dis. Surtout dans cet environnement-là, avec des enfants, des bébés qui ont en plus besoin encore plus du parent pour la survie. Parce qu'on le sait aussi, c'est ça, hein, que plus le parent est présent, plus il y a du pot à pot, plus la chance de survie, elle augmente. En fait, on sait que le parent, oui, plus le parent est présent et disponible pour son enfant, mieux c'est en termes de développement. Parce qu'il y a il y a des choses que les parents peuvent faire qu'on ne peut pas faire. Il y a l'allaitement, par exemple. On sait que les mamans qui accouchent en avance, elles peuvent allaiter. Le corps, il est fait pour, il n'y a pas de problème. Ça leur demande plus de travail parce que, au lieu que ce soit le bébé qui tète parce qu'il n'a pas la capacité à le faire, ça va être le tire-lait qui va faire le travail. Donc, ça veut dire tirer mon lait toutes les 3 heures pour induire la lactation alors que je suis crevée, je suis stressée. Donc ça, c'est difficile et on sait que c'est difficile, donc c'est notre rôle d'accompagner les mamans dans l'allaitement. Mais on sait que c'est le lait le plus adapté pour le bébé et avant un certain terme et à certains points, on ne peut pas donner autre chose. Donc les mamans qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas allaiter, ça n'est pas grave, on reste dans le choix. On a du lait de lactarium en fonction des stocks. Mais voilà, il y a toujours des bébés qui seront prioritaires. Et puis, il y a des mamans pour qui il n'y avait pas un projet d'allaitement, mais quand on leur dit, voilà, votre bébé, il est en avance, on ne pourra pas lui donner autre chose que du lait maternel, donc, et c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Vous n'avez pas comme projet d'allaiter, mais si vous voulez, vous pouvez donner votre lait. Ça veut pas dire que la maman, elle se projette dans « je vais me sortir avec un bébé au sein », mais c'est vrai qu'en attendant, il va recevoir du lait de maman. Il y a un certain nombre de dames pour qui c'était pas le projet, mais qui disent quitte à avoir du lait de maman, autant que ce soit le mien, et qui donnent leur lait le temps que l'enfant grandisse un peu, le temps qu'on puisse donner du lait artificiel, et même si c'est partiellement, elles choisissent de donner leur lait. Et les mamans pour qui ce n'est pas un choix ou c'est pas possible, on a du lait de don, et puis à partir d'un certain point, on peut donner du lait artificiel. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut pas faire à la place des parents. Ensuite, tu as parlé du pot à pot, et ça non plus, on peut pas le faire à la place des parents, et heureusement. Mais ça, c'est un soin. Moi, j'aime bien quand je fais l'information aux parents, je leur dis, si c'était un laboratoire pharmaceutique qui avait mis en place ce médicament, je peux vous dire que ça coûterait super cher, parce qu'en tout cas, c'est super efficace. On sait que le pot à pot, ça a des bénéfices pour le bébé. Alors, c'est vrai pour l'enfant prématuré, c'est vrai aussi pour l'enfant à terme, hein. Ça les aide dans la régulation thermique. On sait que c'est des bébés qui ont un meilleur sommeil, donc plus profond, plus réparateur, ce qui a la conséquence d'être plus disponibles quand ils ont des phases d'éveil, parce qu'ils ont eu un bon sommeil, donc du coup, ils ont des phases d'éveil plus accessibles. Ça leur permet de maturer, en fait, ex-utéro, mais dans les conditions les plus douces possibles. Ça les aide à digérer. Les bébés en pot à pot, ils digèrent mieux. Enfin, tout ça, c'est vraiment bénéfique. Donc, plus il y a du pot à pot, mieux c'est pour l'enfant. Et mieux c'est pour les parents aussi, parce qu'on sait que ça a des bénéfices sur les parents. Plus il y a de pot à pot, moins il y a de dépression du postpartum. On sait qu'en fait, le pot à pot, c'est une machine à ocytocine. Quand on fait du pot à pot, on sécrète de l'ocytocine, et le bébé et la maman. Et du coup, on est dans cet état un peu de bien-être, le bébé il dort sur son parent, et le parent il peut somnoler en pot à pot, c'est sécurisé avec un bandeau de pot à pot, donc voilà, il y a des temps de récupération, et ça c'est un soin très important qu'on ne peut pas faire sans les parents. Après, il y a quelque chose qui est important qu'on peut pas faire à leur place. On parle au bébé, mais il y a ce contact vocal précoce. Il y a de plus en plus d'études qui sortent, comme quoi, parler au bébé, et même au bébé prématuré, c'est important, ça les rassure. Ça peut même avoir le son de la voix de la maman un effet antalgique sur des soins douloureux, tout en respectant les phases de disponibilité de l'enfant. Il s'agit pas de lui raconter sa journée alors qu'il dort profondément, mais dans des phases d'éveil, dans des phases de sommeil léger, dire comment tu vas mon bébé, je suis contente de te voir, parler à son bébé, en fait, ça c'est des choses. Alors nous on parle au bébé, mais on n'a pas la voix des parents, donc c'est des choses que les parents font et que nous on peut pas faire à leur place, par exemple. Chanter aussi, je crois que c'est un pouvoir hyper apaisant, et la mélodie. Il y a des études qui regardent la différence entre chanter et parler. Il y a des effets similaires, il y a des effets un peu différents. Il y a une étude qui montre que dans le chant, quand il y a un chant maternel, il y a une rythmicité du bébé qui se met en place. Je trouve ça magique. C'est clair. Tu peux nous expliquer simplement pourquoi est-ce que le bébé, jusqu'à un certain temps, il peut pas prendre autre chose que du lait maternel, juste pour peut-être donner encore plus envie aux femmes qui allaitent et qui ont des trop-pleins de donner au lactarium? Ouais. Parce que je pense qu'on n'a pas cette connaissance-là. Oui, alors
avant 32 semaines et avant 1,5 kg, l'intestin de l'enfant est trop immature pour recevoir du lait artificiel. On sait que le lait qui est le plus adapté au bébé humain, c'est le lait maternel. On a des laits artificiels qui font le travail, mais en dessous d'un certain âge, un certain poids, on peut pas parce que l'intestin, il est immature et il est par conséquent fragile. Il peut être inflammatoire. Donc vraiment, c'est important de donner le lait le plus doux possible, en fait. Donc c'est le lait maternel. Et magique aussi, le corps humain. On sait que quand les dames, elles accouchent prématurées, leur lait, il est adapté aux bébés prématurés, c'est-à-dire les tout petits ont besoin de plus de protéines et le lait maternel de maman qui est encaché en avant, c'est plus riche en protéines, par exemple. Donc ça aussi, c'est magique et on ne peut pas donner autre chose. Donc en attendant que la montée de lait se fasse, parce que il faut quand même quelques jours avant que la montée de lait se fasse, on sait que c'est important de nourrir le bébé quand même, parce que plus on met en route tout doucement un petit peu d'alimentation, plus l'intestin se met en route. Donc cette alimentation précoce, elle est importante. On donne du lait du lactarium, mais souvent c'est pas ça qui vide le lactarium parce qu'on commence avec 2, 3, 4 ml. Et puis quand ça augmente, on donne soit le lait de maman, soit du lait du lactarium. Et il y a des phases, des fois au lactarium on a du lait, donc c'est chouette. Parfois on a des messages d'alerte, attention, on est en déficit, enfin il y a de moins en moins de lait, donner le lait maternel que pour les bébés qui en ont vraiment besoin. Parce que quand au lactarium on a de la chance d'être un peu large, bah au-delà de 32 semaines, 1,5 kg, et ben on va quand même donner un petit peu de lait maternel, on va se donner un peu plus de largesse pour le donner. Mais oui, hein, donc donnez votre lait au lactarium, c'est si vous avez plein de lait et que ça vous dit, on est toujours preneur, bien sûr.